Bonjour. Donc, je suis Grégoire Dufour, conseiller prairie fourrage à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et je suis référent agro ici sur la ferme XP des Établières. Donc je m'occupe de toute la partie parcellaire et des fourrages jusqu'au stockage et après c'est mes collègues qui prennent leur lait pour les animaux. Donc moi je vais vous parler prairie protéines notamment. Donc ce que je voulais vous montrer en premier, c'est qu'aujourd'hui quand on veut produire de la protéine, donc on voit aujourd'hui, on entend beaucoup parler, enfin vous avez vu mes collègues avant peut-être sur le toastage et des choses sur les protéagineux. Donc un des leviers c'est en effet les protéagineux, mais quand on regarde la meilleure productivité de protéines à l'hectare aujourd'hui, on l'obtient avec les fourrages. Donc ça fait vraiment partie des leviers les majeurs pour réussir à gagner en autonomie protéique. C'est vraiment de travailler sur la partie fourrage de l'exploitation. C'est le premier levier pour gagner en protéines. Donc là on voit avec des équivalences, on a converti en tonnes de soja pour donner quelque chose d'assez lisible, même si l'équation elle n'est pas si mathématique que ça, mais pour donner une certaine lisibilité aux choses. Et on voit très bien que les fourragères valent vraiment le coup pour essayer d'améliorer les taux d'autonomie protéique. Donc les fourrages, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas qu'un levier, mais il y a vraiment beaucoup de leviers sur l'exploitation pour le travailler. On a tout ce qui est prairie de fauche, tout ce qui est stock, où là on peut travailler en apportant des légumineuses. En valeur alimentaire, on sait très bien que les légumineuses, elles sont un cran au-dessus. Elles amènent une autre facilité, c'est qu'aussi, elles chutent moins vite en valeur alimentaire, notamment les légumineuses pérennes, type trèfle violet ou luzerne, ce qui permet d'élargir les fenêtres de récolte. On voit bien qu'au printemps, à certains moments, on a des fenêtres de tir qui sont assez courtes pour les récoltes. Le fait de mettre des légumineuses dans les mélanges, ça permet de rallonger aussi les fenêtres de récolte et donc de stabiliser un peu mieux la valeur alimentaire du mélange, malgré l'avancée des stades des plantes. On peut aussi, et ça c'est le levier principal, c'est travailler sur la conduite du pâturage. Les animaux, rallonger la saison de pâturage en démarrant plus tôt, mais en essayant aussi de faire durer. Donc, je vous montrerai quelques résultats ici qu'on a eu sur la ferme en essayant de rallonger le pâturage. Et puis on travaille aussi sur chercher des nouvelles ressources. Aujourd'hui on va regarder un peu sur l'arbre fourrager, on va regarder d'autres choses. Là on est vraiment sur des petits leviers qui sont vraiment des choses aujourd'hui où on tâtonne, on découvre. On va chercher des choses, mais on a déjà sur le pâturage et les stocks, on a déjà un levier énorme à travailler. Donc sur la composition des prairies, vous avez dans vos mallettes, vous avez la composition des prairies. Vous avez ici le détail des compositions, les caractéristiques de chacune des espèces, avec un rappel des points de vigilance. Chaque espèce, elle a son sol caractéristique, elle a ses aptitudes. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention avant de les associer et de les mélanger. Donc vous avez tout le détail, notamment par exemple si je prends l'exemple de la fétuque, il faut être hyper vigilant sur la flexibilité des feuilles. C'est ça qui va permettre de pouvoir faire pâturer correctement les animaux en ayant une fétuque souple. Et après, la conduite du pâturage va accentuer aussi, plus on va pâturer à des stades intéressants, plus la fétuque sera bien consommée. Donc il y a aussi le levier conduite du pâturage. Donc ça, ces plaquettes-là, vous les avez dans vos mélanges, dans vos sacoches, pardon. Et ensuite, donc vous avez en multi-espèces, suivant les types de sol et les zones, on a un certain nombre de mélanges types, mais qui sont à adapter après en fonction de vos conduites et de la façon dont vos sols vont travailler. Il y a des sols où on sait que les trèfles ils sont plus à l'aise et d'autres où ils sont moins à l'aise. Les systèmes avec plus de matière organique, on peut baisser la quantité de graminées, puisqu'on obtient vite des quantités très importantes de graminées dans les mélanges dès qu'il y a un peu d'azote dans le système. On sait que les graminées, elles sont très friandes de ça et donc elles se développent beaucoup. Donc ça veut dire que si elles s'implantent bien, on peut facilement réduire les doses pour garder les équilibres. Et donc après, on a des mélanges 6 mois, 18 mois, 30 mois, 3 ans, type régras hybride, trèfle violet, c'est ce qu'on utilise nous ici sur la ferme XP. Je vais vous montrer comment on les utilise. L'autre innovation aujourd'hui sur laquelle on travaille beaucoup, nous on le fait à peu près depuis près de 10 ans, c'est l'implantation sous couvert. Ça veut dire qu'on peut aussi travailler à avoir une bonne régularité et avoir une prairie bien implantée dès l'automne. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare. Donc là, c'est une XP qu'on a travaillé avec les collègues du réseau Pays de la Loire, où on a travaillé pour une prairie multi-espèces qu'on implante dans un mélange triticale pois qu'on va conduire jusqu'en grain. Et donc on implante notre prairie en même temps à l'implantation à l'automne et on moissonne et notre prairie est installée derrière. On a un travail du sol pour 2 implantations de culture successives. Donc ça, on l'a testé, on l'a éprouvé. Vous avez aussi les plaquettes de résultats, donc je vais aller directement à ce qu'on a observé dans les sites. C'est que par exemple,
on a ici un écart type sur les 5 essais, témoins sans prairie avec prairie, plus de céréales, moins de céréales, dose de prairie plus forte et dose de prairie moins forte. Vous voyez que le rendement en céréales, il ne bouge quasiment pas. À un quintot, on va dire à 2 quintaux près, on se retrouve dans la même fourchette de rendement. Donc ça veut dire qu'on est quand même capable. Et à l'automne, on a eu jusqu'à certaines prairies qui ont produit 1 tonne de matière sèche à l'automne, juste après la moisson. Contrairement à une prairie qu'on aurait implantée à l'automne, on n'aurait eu la production qu'au printemps d'après. Donc on a gagné tout un hiver et une exploitation dès l'automne suivant. On a un travail du sol pour 2 cultures, ce qui est quand même relativement intéressant. Donc si je continue pour ce qu'on fait nous dans la pratique ici sur la ferme, dans les implantations sous couvert, ce qu'on fait depuis maintenant une dizaine d'années, c'est qu'on implante nos raigrats hybrides trèfle violet avec un métail, donc un Serpro, triticale fermier, pois fourrager, veste commune, trèfle squarosum, qu'on va ensiler entre début mai et fin mai, en fonction de nos besoins de stock. Comme cette année, les rendements en herbe n'étaient pas excellents, on a décalé un peu la date de récolte pour gonfler un peu le rendement de ce métail-là. Donc cette année, au 30 mai, on a fait 8 tonnes de matière sèche sur cette récolte-là. Et aujourd'hui, on a le régras hybride trèfle violet qu'on a implanté en même temps sous couvert, qui est prêt. On arrive aujourd'hui, donc au 30 mai, ce qu'on a mis en régras hybride trèfle violet en même temps. On a le premier tour de pâturage en ce moment, qui démarre là en ce moment, les premières parcelles. Donc c'est quand même intéressant. Là aussi, un travail du sol, 2 cultures. Le régras hybride trèfle violet va rester 3 ans avant de repasser en maïs. Et donc on fait ça aussi sur certaines parcelles avec de la multi-espèce. En fonction des types de sols, on choisit quel type de prairie on va laisser. Dans les parcelles à plus de potentiel, on met les raigrats hybrides trèfle violet parce qu'elles vont revenir un peu plus rapidement, parce que la pérennité de ces prairies-là est plus courte, donc elles vont revenir plus rapidement dans la rotation. Et donc pour pouvoir en profiter un peu plus vite avec d'autres cultures, on met une prairie un peu plus courte. Dans les potentiels un peu moins bons, on met une prairie de plus longue durée pour que l'effet bénéfique avant le maïs soit plus long. Mais à chaque fois, c'est implanté sous couvert. Et donc ça, ces prairies-là, c'est ce qu'on a mis ici pour vous donner quelques indications des croissances qu'on a fait sur les animaux ici. Donc là derrière, vous avez un lot de mâles qui a été sevré au mois de mars. Et le même lot né au mois d'automne, au mois d'août, sur les 6 semaines de début août à mi-septembre l'année dernière. Donc ceux-là ont été sevrés en mars et ceux qui sont là-bas ont été sevrés en juin. Ils sont retournés à l'herbe au printemps avec leur mère. Donc ça, c'est une démo qu'on avait fait l'an dernier déjà. Et le lot qu'on avait mis à l'herbe, au départ, il y avait déjà 30 kg d'écart. On s'était dit l'année dernière, on va mettre les plus légers, c'est eux qui mériteront le mieux de repartir à l'herbe avant de les passer en JB. On les remet à l'herbe et on verra après ce que ça donnera. Mais ils devraient en profiter plus que les autres. Donc il y avait 30 kg d'écart au lot. Quand on a ici fait la pesée de juin, ceux qui étaient comme ceux-ci à la ration, ils avaient fait 1700 grammes. Les autres au pâturage avaient fait 1089 grammes, donc on arrivait à 100 kg d'écart entre les deux lots. 1700 pour nous c'était trop. L'objectif de ce qu'on vise ici dans les rations d'engraissement pour faire un optimum économique, c'est 1400. C'est ce qu'on vise en termes d'objectif de croissance. Donc on a rebaissé un peu la ration de ceux-là pour essayer de les ramener vers les 1400, chose qu'on a réussi à faire, 1485, 1441. Le lot qui est arrivé ici a pris la même ration que celui qui était là depuis mars. Donc la ration avait été baissée, mais ils ont eu du coup la ration baissée pour les deux lots. Et donc ils ont exactement la même conduite alimentaire de juin jusqu'à la fin. Ce qu'on voit, c'est qu'avec la même ration, le lot qui est passé à l'herbe, il fait au moins 200 grammes de plus. Et qu'arrivé en janvier, là où il y avait 30 grammes, voire 30 kg, voire 100 kg en juin, les deux lots arrivés en janvier avaient 1 kg d'écart entre les deux lots. Mais pas du tout avec le même coût alimentaire. Puisque ici, pendant ces 3 mois-là, le lot à l'herbe n'a pas eu de paille, besoin de paille, n'a pas eu besoin de fourrage stocké. Il y a du travail quand même, il ne faut pas non plus minimiser. Mais on a, et sachant qu'après, ils ont fait avec la même ration des croissances beaucoup plus intéressantes. Alors, on pense que ça peut être quelque chose comme une croissance compensatrice. Alors, c'est des choses qu'on va vérifier. Donc, on a redémarré un lot cette année, sauf que là, on a dit on ne va pas mettre que les plus légers. On va couper le lot en deux. On va mettre et des légers et des lourds. Et donc là, vous avez les deux lots. Et donc là, aujourd'hui, l'équilibre est meilleur entre les deux lots, forcément, parce que là, il n'y avait que des légers d'un côté et des plus lourds de l'autre. Donc l'écart entre les deux, ici,
est déjà beaucoup plus faible. Et ils ont fait au pâturage 1255, l'année s'y prêtait bien, puisqu'on a eu des bonnes croissances dans l'ensemble à l'herbe cette année. Et du coup, les 1400, on y est quasiment, donc c'est ce qu'on visait à peu près en objectif. Et donc maintenant, la suite de l'histoire, on l'attend, mais on pense qu'on va avoir des choses encore intéressantes. À 120 € la tonne de paille, plus le coût des fourrages et le travail avec, on pense qu'il y a des choses intéressantes à regarder. Quand on regarde après sur la voie femelle, les femelles qui sont nées au printemps, donc en 2018, elles sont reparties à l'herbe au mois de mars à juin, les croissances 934, 2019 979, 2020 1120, 2021 1125. Donc on voit qu'on a progressé aussi sur les GMQ. Et après, l'autre objectif et le gros levier qu'on voulait accentuer, c'est réussir à garder des croissances l'été avec du pâturage. Donc la première année, on a eu, en 2018 où on l'a travaillé, on a alimenté un mois le lot, sur le mois d'août en fait, où on a alimenté à l'enrubanage sur une parcelle parking. En 2019, on est de juin à septembre, on a réussi à faire du 100% pâturage avec ces prairies-là, régras hybride trèfle violet, où on a accumulé du stock qui a gardé de la valeur avec le trèfle violet et qu'on a pu faire pâturer. On a doublé la surface parce qu'il fallait du coup beaucoup plus de surface, voire enlever des lots à faible besoin, puisque ceux-là, on savait qu'on pouvait les nourrir à pas cher, contrairement à ces lots qui sont plutôt plus exigeants. Et donc on a réussi à faire 1100 grammes de GMQ qu'avec du pâturage de juin à septembre. Et donc ces animaux-là, et on a refait ça l'année dernière, on a encore progressé sur le GMQ, et c'est des animaux qui aujourd'hui sortent en mars et ne re-rentrent qu'en octobre pour le sevrage, en ayant eu 0 fourrage complémentaire et 0 concentré complémentaire. Avec des croissances tout à fait honorables. Et donc pareil sur les femelles d'automne, mais là on voit que par exemple là on a sur des pâturages de printemps des croissances très intéressantes. Donc le lot de femelles, donc l'équivalent des mâles qui sont là, mais les femelles sont celles qui sont juste derrière, vous êtes passé devant en arrivant. C'est le lot de femelles, donc celui-là il a fait 1317 grammes de GMQ jusqu'à mars, et puis après de mars à juin elles ont fait 1125 avec les mères au pâturage, et elles viennent d'être sevrées là le 11 juin. Donc ça veut dire qu'avec l'herbe on peut vraiment faire des bonnes perfs et réduire nos coûts alimentaires. Et il y a des choses encore, ça fait partie des pistes aujourd'hui sur lesquelles je pense qu'on peut encore gagner en allant chercher des meilleures complémentarités dans nos mélanges, et la conduite du pâturage aussi permet ça. C'est-à-dire qu'en étant plus rigoureux sur la technique de conduite, on ouvre moins les sols, on fait attention à ce que l'été nos prairies ne soient pas complètement rasées pour qu'elles aient le temps et qu'elles profitent des petits bouillons qu'on peut avoir, et garder un moteur entre guillemets pour redémarrer. Alors nous, ce qu'on fait dans notre conduite de pâturage, c'est qu'on est en ce qu'on appellerait le pâturage tournant dynamique. Ça veut dire qu'on laisse au maximum 3 jours les animaux dans la même parcelle. C'est-à-dire qu'on les change 2 à 3 fois par semaine suivant le parcellaire, pour avoir toujours quelque chose de régulier. Et on est très vigilant sur toute la période à partir de début juin sur la hauteur de sortie des parcelles. L'idée, c'est de garder un couvert pour empêcher le sol de cuire sur les chaleurs estivales. Et ça veut dire que dès qu'il y a un peu d'eau, on a une surface plus importante puisqu'on double la surface, on va jusqu'à 1 hectare par couple mervaux, mais automatiquement ça donne du temps, et en ayant ce peu de durée sur les parcelles, ça laisse un temps de repousse plus important et ça permet de renforcer les plantes et d'avoir quelque chose de plus sécurisé. Oui ? Et du coup on a une approche économique. Alors c'est quelque chose qu'on est en train de travailler derrière justement, c'est le but ici aussi, notamment sur cet essai-là, d'aller jusqu'au bout, parce qu'il faut... Ah oui, parce que d'autant plus que vous dites à un moment donné que pour avoir cette alimentation en été, on est obligé de doubler les parcelles. Oui. Donc ça surpose qu'en SFP, il faut qu'on ait anticipé le fait de doubler à l'été. C'est pour ça qu'on fait une partie des stocks avec des métailles sous couvert, puisque toutes ces surfaces-là viennent agrandir tous les lots. Et ça permet, on fait les stocks en départ avec ça, et après ça vient en pâturage, ça vient agrandir les circuits de pâturage. Et donc c'est une stratégie d'organisation, par contre d'en avoir, parce qu'on ne peut pas tout mettre au même endroit, il faut en avoir avec tous les lots sur lesquels on veut essayer de pâturer longtemps, quoi, pour pouvoir agrandir partout, et pas agrandir qu'à un endroit de l'exploitation. Quand vous dites que vous sortez les vaches suffisamment tôt, c'est quelle hauteur par rapport à la... Alors on est entre 5 et 7 cm. L'objectif c'est plutôt 7 au mois de juin, et plutôt 5 le reste de l'année. Et autrement, par rapport à l'entretien des pâtures, il y a des... S'il y a besoin, il y a un broyage, un nettoyage, mais sinon il n'y a rien de
rien de spécial. On essaye, quand on fait des débrayages, de choisir les parcelles où on sait qu'il y aura des nettoyages à faire. Dans le tour de pâturage, on se dit, de toute façon, là, on va être dépassé. Quitte à choisir celle sur laquelle on va débrayer, ça va être celle où on n'a pas pu bien pâturer au tour d'avant, celle où il y a quelques indésirables, pour que ça tombe, et ça nous évitera de revenir exprès, nettoyer la parcelle. Et après, il y a une période aussi où on laisse monter un peu et pâturer un peu plus haut, pour pouvoir basculer vers des foins et pas avoir plein de petits chantiers d'enrubanage ou de choses comme ça, pour pouvoir ramasser des surfaces un peu plus importantes. Mais du coup, il faut accepter de travailler un peu plus au fil et un peu plus haut en hauteur d'herbe à un moment donné, pour ne pas avoir à débrayer plein de petits paddocks. Là, pour vous donner l'exemple, aujourd'hui, on a 13 lots au pâturage. Donc ça demande quand même un peu de temps et de l'organisation. Du coup, il y a une question aussi par rapport à la croissance compensatrice. Oui. Donc c'est une hypothèse pour expliquer... ce qui pourrait se passer là. Voilà. Ouais. Mais du coup, généralement, on mettait ça en avant pour valider finalement une période où la croissance est faible, Oui. l'hiver. Oui. Or là, dans Est-ce que... le cas, on Ouais. n'a pas cette... Elle serait moins faible. Mais c'est justement ça. Là, on a une croissance qui est encore meilleure. Donc, on va voir si l'effet compensateur, il va vraiment être là. C'est pour ça que je disais la suite de l'histoire. Aujourd'hui, on ne l'a pas mesuré. L'autre partie de cet essai-là, ça va être de conduire et d'essayer de faire la même chose avec ceux du printemps, mais en le faisant à l'auge. Parce que du coup, ils seront l'hiver prochain, après le sevrage, ils seront à l'intérieur. Et donc, on va essayer de faire une biphase, entre guillemets, sur des taurillons aussi. Avec une période de début d'engraissement plus basse et avec des fourrages plus encombrants mais plus riches en protéines aussi. Et après, on fera cet effet finition aussi. Parce que ça veut dire qu'ici, on pourrait réduire la période de finition s'ils sont capables de rattraper avec un coût alimentaire plutôt intéressant. Voilà.